Bienvenue sur Sleepodo. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Un récit audio inédit de Sherlock Holmes. Résurrection dans la Tamise. Si vous aimez mon travail, merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me soutenir. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. Je fus tiré d'un sommeil profond par la voix pressante de Sherlock Holmes qui résonnait dans l'escalier de Baker Street. Le jour pointait à peine, jetant une lumière grisâtre sur les toits de Londres, enveloppés dans le brouillard de novembre. Watson, Watson, debout. L'impossible vient de se produire. J'enfilai ma robe de chambre à la hâte et descendis au salon où je trouvais mon ami dans un état d'excitation inhabituelle. Ses yeux gris brillaient de cette lueur particulière qui trahissait un problème digne de son intellect. Un télégramme froissé gisait sur la table, à côté de sa pipe matinale encore fumante. « Qu'y a-t-il donc de si urgent, Holmes ?» demandai-je en réprimant un bâillement. « Lisez ceci, mon cher Watson, et dites-moi si vous avez déjà entendu pareille aberration. » Je saisis le télégramme. Il provenait de l'inspecteur Lestrade et ne contenait que quelques mots. « Homme sorti Tamise ce matin, déclaré mort novembre 1890. Venez immédiatement, quai Westminster, Lestrade. » « Grand Dieu !» m'exclamai-je. « Cela doit être une erreur d'identité. » Holmes secoua la tête avec vigueur. Lestrade n'aurait jamais envoyé un tel message sans avoir vérifié les faits. Non, Watson, quelque chose d'extraordinaire s'est produit cette nuit. Un homme que l'on croyait reposant au fond de la Tamise depuis 2 années a refait surface. Habillez-vous rapidement. Nous n'avons pas un instant à perdre. Un quart d'heure plus tard, notre fiacre franchissait le pont de Westminster dans la brume matinale. Le fleuve coulait, sombre et agité, charriant les débris d'une ville qui ne dormait jamais vraiment. Une petite foule s'était rassemblée près des marches du quai, où plusieurs constables maintenaient les curieux à distance. Lestrade nous aperçut et se fraya un chemin jusqu'à nous. Le visage du petit inspecteur, habituellement si confiant, trahissait un désarroi profond. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je suis soulagé de vous voir. Cette affaire dépasse l'entendement. »« Racontez-moi tout depuis le début, Lestrade, » ordonna Holmes, son regard déjà fixé sur les marches du quai, où une couverture de laine recouvrait une silhouette prostrée. Ce matin, vers 5 heures, un batelier a entendu des éclaboussures près du pont. Il a d'abord cru à un suicide, mais l'homme nageait, ou plutôt se débattait pour atteindre les marches. Le batelier l'a aidé à sortir. L'homme était à bout de force, gelé, trempé, mais vivant. Et son identité ? C'est là que cela devient incroyable, monsieur Holmes. Le batelier a alerté la police. Quand on lui a demandé son nom, l'homme a murmuré « Cornelius Wickham ». Or, j'ai vérifié nos archives personnellement. Un certain Cornelius Wickham s'est jeté de ce même pont en novembre 1890. Plusieurs témoins l'ont vu sauter. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais après 2 semaines de recherche, il a été officiellement déclaré mort. Holmes s'approcha de la silhouette enveloppée dans la couverture. Je le suivis. L'homme était assis sur les marches, le regard perdu dans le vide, tremblant de tous ses membres. Son visage émacié portait les stigmates d'une longue souffrance. Ses cheveux, autrefois sans doute bien entretenus, pendaient en mèches grises désordonnées. Mais ce furent ses yeux qui me frappèrent le plus. Des yeux hantés, emplis d'une terreur indicible. « Monsieur Wickham », commença doucement Holmes, en s'accroupissant devant lui.
Je suis Sherlock Holmes. Pouvez-vous me dire où vous étiez ces 2 dernières années ?» L'homme tourna lentement la tête vers nous. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Puis, dans un murmure à peine audible, « Les caves, le froid, toujours le froid. »« Quelle cave? Qui vous a retenu ?» insista Holmes. Mais Wickham se mit à trembler plus violemment encore, secouant la tête avec véhémence. « Pas parler, danger. Ils savent toujours. » Holmes échangea un regard avec moi. « Il est en état de choc, Watson. » J'examinai rapidement l'homme. Son pouls était rapide et irrégulier, sa température corporelle dangereusement basse. Mais ce que je remarquai surtout, ce furent les marques profondes à ses poignets, des cicatrices anciennes et récentes qui racontaient l'histoire de longues heures d'entrave. « Il faut le transporter immédiatement à l'hôpital, » déclarai-je. « Il risque une pneumonie et son état mental est critique. » Holmes se releva et se tourna vers l'estrade. « Faites-le conduire à l'asile de Bethléem. Il y sera en sécurité et nous pourrons l'interroger quand il sera plus stable. Postez un garde devant sa porte. Si quelqu'un tente de lui rendre visite, je veux en être informé immédiatement. »« Vous pensez qu'il est en danger ?» demanda Lestrade. « Un homme qui revient d'entre les morts après 2 années ? Lestrade ? Oh oui, je pense qu'il est en très grand danger, tout comme ceux qui croyaient en avoir fini avec lui. » Tandis que l'ambulance emportait le mystérieux rescapé, Holmes demeura immobile sur le quai, scrutant les eaux sombres de la Tamise, comme si le fleuve lui-même détenait les secrets qu'il cherchait à percer. L'aube se levait enfin sur Londres, mais je sentais qu'une ombre bien plus profonde planait sur cette étrange résurrection. De retour à Baker Street, Holmes se précipita vers ses archives avec une énergie fébrile. Tandis que Madame Hudson nous servait un petit déjeuner tardif, mon ami extirpait déjà plusieurs dossiers poussiéreux de ses classeurs méthodiquement organisés. Les journaux de novembre 1890, Watson. J'ai conservé tous les articles concernant les morts suspectes de cette période. Je l'observais étaler les coupures de presse sur la table, repoussant sans ménagement tasses et assiettes. Son visage affichait cette concentration absolue qui le caractérisait lorsqu'il était sur une piste. « Voilà !» s'exclama-t-il soudain, brandissant un article du Times daté du 18 novembre 1890. « Suicide d'un comptable au pont de Westminster. Écoutez ceci, Watson. Dans la soirée du 16 novembre, M. Cornelius Wickham, âgé de 34 ans, comptable employé par la Gravesend and Orient Trading Company, s'est jeté dans la Tamise sous les yeux de plusieurs témoins. M. Wickham, décrit par son entourage comme un homme mélancolique ces derniers mois, laisse une épouse et aucun enfant. Malgré les recherches entreprises, son corps n'a pu être retrouvé, emporté sans doute par le courant. Holmes posa le journal et se mit à faire les 100 pas devant la cheminée. « Un suicide, Watson. Voilà ce que Scotland Yard a conclu. Mais un suicide dont le corps demeure introuvable est toujours suspect à mes yeux. Pourtant, il y avait des témoins, objectai-je. Comment pourrait-on mettre en doute ? Les témoins, mon cher ami, ne voient que ce qu'on les conditionne à voir. Un homme sur un pont, une chute, des éclaboussures dans l'obscurité. Mais ont-ils réellement identifié Wickham avant qu'il ne saute ? Il saisit un autre document, celui que Lestrade nous avait remis avant notre départ. Voyons maintenant le rapport de police officiel. Wickham était comptable chez une compagnie maritime, profession respectable
salaire modeste, mais régulier. Marié depuis 7 ans à une certaine Edith Wickham, née Thornley. Pas d'enfant. Résidait à Bloomsbury, dans un logement convenable. Holmes s'arrêta brusquement, le doigt pointé sur une ligne du rapport. Intéressant. Madame Wickham a touché une assurance vie d'un montant de 1200 livres, 3 mois après la disparition de son mari. Une somme considérable pour un simple comptable. Peut-être avait-il économisé, suggérai-je. Peut-être. Ou peut-être quelqu'un avait-il intérêt à ce qu'on le croie mort. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Watson, quand un homme disparaît et qu'une femme touche une assurance, le bon sens populaire suggère qu'elle pourrait être complice. Mais si cet homme réapparaît vivant après 2 ans, qu'est-ce que cela nous indique? Je réfléchis un instant. Qu'elle ignorait peut-être qu'il était vivant, ou qu'elle allait été dupée elle aussi. Précisément, à moins qu'elle ne soit une actrice consommée, ou qu'un plan bien plus complexe n'ait été mis en œuvre. Holmes retourna à ses documents. Examinons les témoignages. 3 personnes ont affirmé avoir vu Wickham sauter. Un marchand de journaux nommé Silas Drummond, un cocher, Thomas Henley, et un gentleman qui n'a jamais été formellement identifié. Il lut en silence pendant quelques instants, puis releva brusquement la tête. Watson, regardez ces dépositions. Le marchand de journaux affirme avoir vu un homme portant un pardessus sombre et un chapeau melon se jeter du pont. Le cocher décrit un homme de taille moyenne en vêtements sombres. Quant au gentleman mystérieux, il a simplement confirmé avoir vu quelqu'un sauter. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Les descriptions sont d'une banalité désespérante. N'importe quel homme de Londres correspond à ce portrait. Aucun ne mentionne avoir reconnu formellement Wickham avant le saut. C'est seulement après, lorsque sa femme a identifié le chapeau et le pardessus retrouvés sur le pont, que l'identité a été établie. Je commençais à entrevoir la logique de son raisonnement. Vous suggérez qu'un autre homme aurait pu sauter, vêtu des habits de Wickham. C'est une possibilité, mais elle soulève une question encore plus troublante. Où était Wickham pendant ce temps? Et surtout, pourquoi aurait-on organisé une telle mascarade? Holmes extirpa une loupe de son bureau et examina une photographie jointe au dossier. Elle montrait un homme au visage ordinaire, aux traits réguliers, avec une moustache soigneusement taillée et des yeux fatigués. Voici notre homme, tel qu'il était en 1890. Comparons avec celui que nous avons vu ce matin. Certes, 2 années de souffrance laissent des marques, mais regardez la structure osseuse, la forme des oreilles, le dessin de la mâchoire. C'est bien le même homme, je n'en doute pas. Il se rassit et alluma sa pipe, signe qu'il entrait dans une phase de réflexion profonde. Les faits établis. Wickham était comptable dans une compagnie maritime. Il disparaît dans des circonstances qualifiées de suicide. Son épouse touche une assurance conséquente. 2 années s'écoulent. Et soudain, il émerge de la Tamise, terrorisé, portant les marques d'une longue captivité. « Une captivité » m'exclamai-je. « Vous pensez donc qu'il a été retenu prisonnier tout ce temps? Les cicatrices au poignet ne mentent pas, Watson. Cet homme a été enchaîné. La question est, par qui et pourquoi? Et comment a-t-il réussi à s'échapper précisément maintenant? » Holmes se leva d'un bond. « Il nous faut davantage d'informations. Demain matin, nous irons interroger Wickham à Bethlehem, en espérant que son état se soit amélioré. Mais aujourd'hui, je veux savoir qui était réellement Cornelius Wickham
et quel secret il détenait qui justifierait une telle mise en scène. Il enfila son pardessus et son chapeau. « Nous allons rendre visite à la Gravesend and Orient Trading Company. Je veux consulter leurs registres et parler à d'anciens collègues de Wickham. »« Et si la compagnie a fermé ?» demandai-je en le suivant dans l'escalier. « Alors nous trouverons quelqu'un qui se souvient. Les secrets commerciaux, Watson, ont parfois plus de valeur que l'or, et les hommes sont prêts aux pires extrémités pour les protéger. » Tandis que nous sortions dans la grisaille londonienne, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce pauvre Wickham, tremblant sur les marches du quai. Quelle histoire terrible se cachait derrière ces 2 années perdues, et qui, dans l'ombre, tremblait maintenant de le savoir revenu d'entre les morts. Le lendemain matin, par un temps maussade typique de novembre, notre fiacre s'engagea dans l'allée sinistre, menant à l'asile de Bethléem. L'imposante bâtisse de briques rouges se dressait tel un monument à la souffrance humaine, ses hautes fenêtres grillagées évoquant davantage une prison qu'un lieu de soins. Le docteur Mortimer Fleming, médecin-chef de l'établissement, nous accueillit dans son bureau austère. C'était un homme d'une 60aine d'années, à la barbe grisonnante et au regard las de celui qui a vu trop de misère. « Monsieur Holmes, docteur Watson », nous salua-t-il en serrant nos mains. « J'ai été prévenu de votre visite par l'inspecteur Lestrade. Je dois vous avertir que l'état de monsieur Wickham est préoccupant. »« Préoccupant de quelle manière ?» demanda Holmes, se penchant en avant avec intérêt. « Il souffre de ce que nous appelons une amnésie traumatique sévère. Il est capable de parler, mais ses propos sont fragmentés, incohérents. Il semble terrorisé en permanence et refuse toute nourriture que nous ne goûtons pas devant lui d'abord. La nuit, ses hurlements réveillent tout l'étage. A-t-il mentionné des noms, des lieux ?» interrogea Holmes. Fleming secoua la tête. Des bribes seulement. Il parle de caves, de froid, d'eau montante, et il répète sans cesse quelque chose à propos d'un journal. Mais quand nous tentons d'approfondir, il devient violent ou se replie dans un mutisme complet. « Puis-je l'examiner physiquement ?» demandai-je. « Certainement, docteur Watson. J'apprécierais d'ailleurs votre avis médical. Suivez-moi. » Nous traversâmes de longs couloirs au carrelage blanc, où résonnaient parfois des cris étouffés. Fleming nous conduisit à une cellule du 2e étage. Un garde en faction se leva à notre approche et déverrouilla la lourde porte. La pièce était nue, hormis un lit étroit et une chaise. Wickham était recroquevillé dans un coin, les genoux remontés contre sa poitrine, se balançant d'avant en arrière. À notre entrée, il leva brusquement la tête, et je vis la panique absolue envahir son regard. « Monsieur Wickham, » dit Holmes d'une voix douce et mesurée. « Nous sommes venus hier sur les quais. Je suis Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Nous voulons vous aider. » L'homme nous dévisagea longuement, comme s'il cherchait à évaluer si nous représentions une menace. Puis, dans un murmure rauque, « Les caves, toujours les caves, l'eau qui monte. » Holmes s'accroupit lentement à sa hauteur. « Quelle cave, monsieur Wickham? Où étiez-vous retenu? »« Rotherhithe. »« Non. Wapping. »« Je ne sais plus. » Il me déplaçait, toujours bougeait, pour que personne ne trouve. Sa voix se brisa, et il enfouit son visage dans ses mains. « Qui vous déplaçait? Donnez-moi un nom. » Wickham releva la tête brusquement, les yeux exorbités. « Pas de nom. Ils savent tout. Ils entendent tout. Le journal, j'ai écrit dans le journal, caché. »
Mais ils vont le trouver. Quel journal? Où l'avez-vous caché? Mais Wickham se remit à se balancer, marmonnant des phrases incompréhensibles. Je m'avançai doucement. « Monsieur Wickham, je suis médecin. Puis-je examiner vos blessures ?» Il me regarda avec méfiance, puis finit par hocher la tête faiblement. Avec l'aide de Fleming, je réussis à le faire asseoir sur le lit. Ce que je découvris me glaça le sang. Ses poignets portaient de profondes cicatrices circulaires, certaines anciennes et guéries, d'autres plus récentes et encore inflammées. Les marques étaient caractéristiques d'entraves métalliques portées pendant de longues périodes. Ses chevilles présentaient des stigmates similaires. Mais ce fut en examinant son torse que je fis la découverte la plus troublante. Sur son épaule droite se trouvait une brûlure circulaire parfaitement nette, d'environ 3 cm de diamètre, partiellement cicatrisée. « Holmes, regardez ceci », dis-je en désignant la marque. Mon ami s'approcha et examina la brûlure avec sa loupe. Son visage se durcit. Une marque au fer rouge, comme on marque le bétail. Watson, notez la forme précise. Je scrutai attentivement la cicatrice. Le motif était difficile à discerner, mais on distinguait vaguement ce qui ressemblait à des initiales entrelacées. On dirait un G et un O, suggérai-je. « J.O. » répéta Holmes pensivement. « Gravesend and Orient. Ils l'ont marqué comme leur propriété. » Wickham gémit à ces mots et se recroquevilla à nouveau. « Propriété. Oui, leur secret. Devait mourir. Mais j'ai survécu. J'ai tout écrit. » Holmes s'agenouilla à nouveau devant lui. « Vous avez écrit quoi, monsieur Wickham? Qu'avez-vous découvert chez Gravesend and Orient? » L'argent, des milliers de livres, fantômes sur les registres, cargaisons qui n'existaient pas. J'allais témoigner. Il s'interrompit, tremblant violemment. Puis ils sont venus, la nuit, m'ont emmené, ont fait croire au suicide. Ma pauvre Edith, elle devait penser. « Edith, votre épouse ?» demanda Holmes avec douceur. « Voulez-vous que nous la prévenions de votre retour ?» La réaction fut immédiate et terrifiante. Wickham bondit en arrière, hurlant « Non, non, elle ne doit pas savoir. Danger. Ils la surveillent. Si elle sait, ils la tueront aussi. » Il fallut l'intervention de 2 infirmiers pour le maîtriser tandis qu'il se débattait avec une force désespérée. Fleming lui administra une dose de laudanum pour le calmer. « Je crois que nous en avons assez vu pour aujourd'hui », déclara le médecin-chef, tandis que Wickham sombrait dans une somnolence agitée. Dans le couloir, Holmes resta silencieux un long moment, le regard fixé sur le sol dallé. Finalement, il se tourna vers Fleming. « Docteur, cet homme est en danger mortel. Je veux que vous doubliez la garde devant sa porte. Personne, absolument personne, hormis le docteur Watson et moi-même, ne doit lui rendre visite sans mon autorisation expresse. Est-ce clair? » « Parfaitement clair, monsieur Holmes. Mais puis-je savoir de qui vous le protégez? » « De gens qui l'ont maintenu prisonnier pendant 2 années et qui ont tout intérêt à ce qu'il ne témoigne jamais, » répondit gravement Holmes. « Des gens qui n'hésiteront pas à terminer ce qu'ils ont commencé. » Tandis que nous quittions l'asile, je me retournai vers la fenêtre grillagée de la cellule de Wickham. Un homme sortit des ténèbres, portant les cicatrices d'un calvaire inimaginable, détenant des secrets que d'autres voulaient ensevelir à jamais. « Holmes, dis-je tandis que notre fiacre s'éloignait, ce journal qu'il mentionne, nous devons le trouver, Watson. C'est la clé de toute cette affaire. Quelque part dans les méandres de Londres,
dans une cave près de l'eau, se cache un journal qui pourrait faire tomber des hommes puissants. Et je compte bien mettre la main dessus avant qu'il ne le fasse. L'adresse que nous avions obtenue des archives de Scotland Yard nous conduisit dans le quartier de Kensington, bien loin du modeste logement de Bloomsbury, où les Wickham avaient vécu autrefois. Le fiacre s'arrêta devant une élégante maison de ville à 3 étages, dont la façade fraîchement repeinte témoignait d'une prospérité certaine. L'assurance vie a manifestement porté ses fruits, observai-je en contemplant la demeure. Holmes examina la plaque de cuivre fixée près de la porte. Monsieur et Madame Tobias Harwell. Elle s'est remariée, Watson. Voilà qui complique singulièrement les choses. Un majordome en livrée impeccable nous ouvrit et nous introduisit dans un salon richement meublé. Des rideaux de velours pourpre encadraient de hautes fenêtres donnant sur un jardin soigné. Des tableaux de maîtres ornaient les murs et un piano à queue trônait dans un angle de la pièce. Nous n'attendîmes pas longtemps. Une femme d'environ 35 ans entra d'un pas vif, suivie d'un homme grand et distingué d'une quarantaine d'années. Edith Harwell était une personne aux traits délicats, vêtue d'une robe de jour en soie grise. Ses cheveux châtains étaient relevés avec élégance, mais ses yeux trahissaient une nervosité sous-jacente. Son époux, Tobias Harwell, présentait l'apparence typique de l'homme d'affaires prospère. Costume 3 pièces, parfaitement coupé, montre à gousset en or et cette assurance tranquille que confère la réussite. Messieurs, notre majordome nous a annoncés sous les noms de Monsieur Sherlock Holmes et du Dr Watson. « En quoi puis-je vous être utile ?» demanda Harwell d'une voix posée. Holmes s'inclina légèrement. « Je crains que notre visite ne soit de nature délicate. Peut-être madame souhaiterait-elle s'asseoir. » Edith Harwell pâlit instantanément. « Que se passe-t-il? S'agit-il d'un membre de ma famille? » « Non, madame. Il s'agit de votre premier mari. » Le silence qui suivit fut absolu. La femme chancela et dut se retenir au dossier d'un fauteuil. Harwell s'approcha vivement d'elle, la soutenant par le bras. « Mon premier mari ?» répéta-t-elle d'une voix blanche. « Mais Cornelius est mort il y a 2 ans. Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire, madame, qu'il a été repêché vivant dans la Tamise hier matin. » Edith Harwell porta une main tremblante à sa bouche. Ses yeux s'emplirent de larmes et elle se laissa tomber dans le fauteuil. « Vivant, c'est impossible. J'ai vu son chapeau, son pardessus. Les témoins ont déclaré. »« Je comprends votre choc, madame, » intervins-je avec douceur. Mais l'homme qui est sorti de l'eau a été formellement identifié comme étant Cornelius Wickham. Elle pleurait maintenant silencieusement, la tête entre les mains. Harwell, étonnamment calme, s'assit sur l'accoudoir du fauteuil et posa une main protectrice sur l'épaule de sa femme. « C'est une nouvelle bouleversante, messieurs, » dit-il d'un ton mesuré. Ma femme a vécu un deuil terrible. Apprendre maintenant que son premier époux serait vivant. Puis-je vous demander dans quel état il se trouve ? Holmes observait le couple avec cette attention particulière qui ne lui échappait jamais. Son état physique est préoccupant, et son état mental encore plus. Il semble avoir subi un traumatisme considérable. Un traumatisme ? Harwell fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il a survécu à sa chute et qu'il a perdu la raison pendant ces 2 années ? Je n'ai pas dit qu'il avait survécu à une chute, monsieur Harwell. » Un silence tendu s'installa.
Harwell soutint le regard de Holmes sans ciller. « Alors, que suggérez-vous, monsieur Holmes ? » ?»« Je suggère que monsieur Wickham n'a peut-être jamais sauté du tout. » Edith releva brusquement la tête, le visage baigné de larmes. « Que dites-vous ? Mais alors, pendant tout ce temps, où était-il ? C'est précisément ce que nous tentons de découvrir, madame. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois ? » Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir de dentelle que Harwell lui tendait. « Le soir du 16 novembre 1890. Il est parti travailler le matin comme d'habitude. Il m'a envoyé un message dans l'après-midi disant qu'il rentrerait tard. Je ne l'ai jamais revu. Le lendemain, la police est venue m'annoncer qu'il s'était jeté du pont de Westminster. Avait-il été différent les jours précédents? Préoccupé? Anxieux? Oui, admit-elle en se tordant les mains. Cornelius était devenu très nerveux les dernières semaines. Il travaillait tard, rentrait épuisé. Il disait qu'il y avait des problèmes à la compagnie, des irrégularités dans les comptes, mais il refusait d'en parler davantage. Des irrégularités? Holmes se pencha en avant. A-t-il mentionné des noms? Non. Il disait seulement qu'il devait vérifier certaines choses avant d'en parler aux autorités. Elle pressa le mouchoir contre ses yeux. Je pensais qu'il était devenu paranoïaque, que le stress du travail l'avait rendu malade. Et puis, le suicide. J'ai cru que j'aurais dû voir les signes, que j'aurais pu le sauver. « Ne vous reprochez rien, ma chère, » murmura Harwell en resserrant sa main sur son épaule. Holmes se tourna vers lui. « Comment avez-vous fait la connaissance de Madame Wickham, monsieur Harwell ?»« Par l'intermédiaire d'amis communs, environ 1 an après la tragédie. Edith traversait une période difficile, financièrement et émotionnellement. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois. » Il marqua une pause. « Puis-je vous demander, monsieur Holmes, quelles sont les implications légales de cette résurrection ?» La question était posée avec un calme presque clinique qui me parut déplacé étant donné les circonstances. « Les implications légales dépendront des faits que nous découvrirons, » répondit Holmes d'un ton neutre. « Dites-moi, monsieur Harwell, quelle est votre profession? » « Je suis négociant en import-export. J'ai des intérêts dans plusieurs compagnies maritimes. » « Des compagnies maritimes ?» Holmes répéta ces mots lentement. « Connaissiez-vous la Gravesend and Orient Trading Company ?» Je vis un éclair fugace passer dans les yeux de Harwell, si bref que je l'aurais manqué si je n'avais pas observé attentivement. « De nom seulement. Elle a fait faillite il y a quelque temps, je crois. » En effet, 6 mois après la disparition de M. Wickham. Holmes se leva. « Madame Harwell, votre premier mari souhaite que vous ne sachiez pas qu'il est vivant. Il craint pour votre sécurité. » Edith écarquilla les yeux. « Ma sécurité? Mais pourquoi? » « C'est ce que nous devons découvrir. Je vous demande de garder cette conversation strictement confidentielle pour le moment. N'en parlez à personne. » Harwell se leva également, dominant Holmes de sa haute stature. « Monsieur Holmes, je ne comprends pas. Insinuez-vous que ma femme ou moi-même serions en danger? » « J'insinue, monsieur Harwell, que quelqu'un a gardé Cornelius Wickham prisonnier pendant 2 années. Quelqu'un qui avait des raisons de vouloir le faire disparaître et qui pourrait ne pas apprécier son retour. » Dans le fiacre qui nous ramenait vers Baker Street, Holmes resta longtemps silencieux, le regard perdu dans la contemplation des rues grises de Londres. « Qu'en pensez-vous, Watson ?» demanda-t-il finalement. « Elle semblait sincèrement bouleversée, répondis-je. Mais lui est trop calme, trop calculateur.
Et cette profession, négociant maritime, comme c'est commode. Holmes alluma sa pipe. Tobias Harwell sait quelque chose, Watson. J'en mettrai ma main au feu. La question est de savoir s'il est complice ou simplement opportuniste. Le lendemain, Holmes et moi nous rendîmes dans les bureaux du registre des sociétés commerciales, un bâtiment austère de Chancery Lane, où s'entassaient les archives de toutes les compagnies ayant jamais exercé leurs activités à Londres. Un employé aux lunettes cerclées de fer nous conduisit à travers des rangées interminables de classeurs poussiéreux jusqu'à dénicher le dossier de la Gravesend and Orient Trading Company. Holmes s'installa à une table de consultation et entreprit d'examiner méthodiquement chaque document. Société fondée en 1875, murmura-t-il en feuilletant les pages jaunies. Commerce de thé, de soieries et d'épices avec l'Orient. Capital initial de 15 000 livres. 3 directeurs, Sir Edmund Cavendish, Monsieur Harold Finsbury et Monsieur Reginald Osborne. Cavendish, répétai-je. Ce nom me dit quelque chose. Sir Edmund Cavendish siège aujourd'hui au Parlement, Watson. Un homme influent, membre de plusieurs conseils d'administration. Holmes parcourut les rapports annuels. La compagnie a prospéré pendant 15 années. Bénéfices constants, croissance régulière. Puis, regardez, l'exercice 1890 montre une perte soudaine et catastrophique. Faillite déclarée en mai 1891, 6 mois exactement après la disparition de Wickham. Une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences, mon ami. Il extirpa un rapport d'audit daté de mars 1891. Écoutez ceci. Les comptes de la société présentent des irrégularités majeures. Une somme de 18 000 livres ne peut être justifiée. Les registres de cargaison montrent des incohérences significatives. 18 000 livres, Watson. Une fortune. Wickham aurait-il pu détourner cet argent? Holmes secoua la tête avec vigueur. Non. Si tel avait été le cas, pourquoi l'aurait-on kidnappé? On l'aurait simplement dénoncé à la police. Non. Wickham avait découvert le détournement et quelqu'un a voulu le faire taire avant qu'il ne témoigne. Nous quittâmes le registre avec une liste des anciens employés de la compagnie. La plupart avaient disparu dans la nature après la faillite, mais Holmes réussit à localiser l'adresse d'un certain Jasper Rutledge, qui avait été commis principal sous les ordres de Wickham. Monsieur Rutledge vivait dans un modeste appartement de Whitechapel. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage émacié et aux mains tremblantes, qui trahissait une santé déclinante. Il nous accueillit avec méfiance, mais le nom de Wickham provoqua en lui une réaction immédiate. « Cornelius? Vous avez des nouvelles de Cornelius ?» Son visage s'illumina d'un espoir pathétique. Je savais qu'il n'avait pas pu se suicider. Je l'ai toujours su. Holmes le fit asseoir et lui révéla, avec les ménagements nécessaires, la réapparition de son ancien collègue. Rutledge pleura ouvertement. « Ces monstres !» murmura-t-il en s'essuyant les yeux. « Ces maudits monstres! Qu'ont-ils fait à ce pauvre homme? » « Racontez-nous ce qui s'est passé, » demanda Holmes avec douceur. « Que savait exactement M. Wickham? » Rutledge inspira profondément, comme un homme se préparant à livrer un secret longtemps gardé. Cornelius était le comptable le plus méticuleux que j'ai jamais connu. En septembre 1890, il a remarqué des anomalies dans les registres de cargaison. Des navires qui rapportaient des bénéfices pour des marchandises qui n'avaient jamais été chargées. Des cargaisons fantômes, murmura Holmes. Exactement. Il a commencé à creuser.
il a découvert que depuis 3 ans, les directeurs créaient de fausses transactions. Ils achetaient fictivement des marchandises, les vendaient fictivement et empochaient la différence. Les investisseurs étaient payés avec l'argent de nouveaux investisseurs. Une pyramide frauduleuse. Une escroquerie de grande envergure, dis-je, horrifié. Mais pourquoi personne n'a-t-il rien remarqué plus tôt? Parce que les livres de comptes étaient parfaitement tenus en apparence. Il fallait l'œil de Cornelius pour repérer les incohérences, les dates qui ne correspondaient pas, les références de documents qui n'existaient pas. Rutledge se leva et se mit à faire les 100 pas nerveusement. Il est venu me voir début novembre. Il était terrifié mais déterminé. Il m'a montré ses preuves, des cahiers entiers de notes, de calculs, de recoupements. Il avait tout documenté. Qu'a-t-il fait ensuite? Il voulait aller voir la police. Je l'ai supplié d'être prudent. Sir Edmund Cavendish était déjà un homme puissant. Finsbury et Osborne avaient des relations dans toute la City. Mais Cornelius était un homme d'honneur. Il disait que des centaines d'investisseurs avaient été ruinés, que la justice devait être rendue. Les directeurs ont-ils été mis au courant de ces découvertes? Cornelius a commis l'erreur de confronter Osborne directement, 2 jours avant sa disparition. Il lui a donné un ultimatum. Soit il se livrait à la police, soit il le ferait lui-même. Rutledge se rassit lourdement. Le lendemain, Cornelius m'a confié qu'il se sentait surveillé. Il voyait les mêmes hommes près de chez lui, près de son bureau. Il a dit qu'il avait caché ses preuves en lieu sûr. Et puis, le soir du 16 novembre, il a disparu. « Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police ?» demandai-je. Le vieil homme baissa la tête. « J'ai eu peur, docteur. J'ai une famille. Quand la nouvelle du suicide est tombée, j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Puis la compagnie a fait faillite. Les directeurs ont prétendu avoir été victimes d'une malchance économique. J'ai gardé le silence et j'ai vécu avec cette honte depuis. » Holmes se pencha en avant. « Monsieur Rutledge, savez-vous où Wickham aurait pu cacher ses preuves? » « Non, il ne me l'a jamais dit. Il a simplement mentionné qu'il les avait mises dans un journal intime, qu'il l'avait caché là où personne ne penserait à chercher. » « Un journal ?» Je me tournai vers Holmes. C'est ce qu'il mentionne dans son délire. « Précisément, Watson. » Holmes se leva. « Monsieur Rutledge, où se trouvent maintenant les 3 directeurs? Finsbury est mort il y a 1 an, crise cardiaque. Osborne a quitté l'Angleterre. On dit qu'il vit en Argentine. Quant à Sir Edmund Cavendish, il poursuit sa brillante carrière politique comme si de rien n'était. » En regagnant Baker Street, Holmes était plongé dans une réflexion intense. « Tout se tient, Watson. Wickham découvre une fraude massive, confronte les coupables et disparaît opportunément la veille du jour où il devait témoigner. On organise un faux suicide, mais on ne peut se résoudre à le tuer vraiment. Pourquoi le garder en vie? Parce qu'il ne savait pas où se trouvaient les preuves. Tant que Wickham était vivant, il pouvait espérer le faire parler un jour. » Holmes frappa sa canne contre le pavé. Mais après 2 ans, soit il a réussi à s'échapper, soit quelque chose a changé et ils ont relâché leur surveillance. Et maintenant qu'il est libre, sa vie ne vaut plus rien. Au contraire, Watson, sa vie vaut tout maintenant, car quelque part dans Londres se cache un journal qui peut envoyer un homme puissant à la potence. Les paroles fragmentées de Wickham résonnaient encore dans mon esprit,
tandis que notre fiacre traversait les ruelles étroites de Rotherhithe. Holmes avait passé la matinée à étudier des cartes des docks et à interroger des mariniers sur les entrepôts abandonnés près de l'eau. Wickham a mentionné l'eau qui monte, expliqua Holmes, tandis que nous descendions du fiacre près d'une rangée de bâtiments délabrés. Une cave inondable donc, soumise aux marées. Cela limite considérablement les possibilités. Nous explorâmes 3 entrepôts sans résultat, avant de tomber sur une structure de briques rouges à moitié effondrée, dont les fenêtres brisées regardaient la Tamise comme des yeux vides. Une enseigne décolorée indiquait « Dépôt maritime Graves & Sons, fermé ». « Graves », murmura Holmes. « Gravesend & Orient. Ce n'est pas un hasard. » La porte principale était condamnée, mais Holmes repéra une entrée latérale dont le cadenas rouillé céda facilement. Nous pénétrâmes dans l'obscurité humide du bâtiment. L'air sentait le moisi et l'eau stagnante. Nos pas résonnaient sur le plancher pourri. Holmes alluma sa lanterne, révélant un vaste espace vide jonché de débris. « Cherchez un accès à la cave, Watson. » Nous fouillâmes méthodiquement jusqu'à découvrir une trappe dissimulée sous des planches. Holmes l'ouvrit, dévoilant un escalier de pierre descendant dans les ténèbres. L'odeur de vase et de renfermé qui s'en échappait était suffocante. Nous descendîmes prudemment. La cave était basse de plafond, ses murs de pierre suintant d'humidité. Le sol était couvert d'une pellicule d'eau verdâtre. Et là, fixé au mur du fond, je vis les chaînes. « Mon Dieu, Holmes !» murmurai-je, horrifié. 2 paires d'entraves métalliques étaient scellées dans la pierre, à hauteur de poignets et de chevilles. Le sol autour présentait des traces d'usure, comme si quelqu'un s'était débattu longtemps contre ses liens. Dans un coin, une paillasse moisie et une couverture en lambeaux témoignaient d'une présence humaine prolongée. Holmes examina les chaînes à la lueur de sa lanterne. Regardez les marques d'usure sur le métal. Ces entraves ont été utilisées intensivement. Il se pencha et ramassa quelque chose près du mur. Des ossements de rat. L'homme devait se nourrir de ce qu'il trouvait. Je remarquai alors les marques sur le mur, des griffures, des entailles, comme si Wickham avait tenté de compter les jours de sa captivité. Certaines zones du mur portaient des traces de sang séché. Holmes, l'eau monte. Jusqu'où? Mon ami désigna une ligne de vase sur le mur, à environ 1 mètre du sol. À marée haute, il devait avoir de l'eau jusqu'à la taille. Une torture psychologique raffinée, la peur constante de la noyade, 2 fois par jour. Je frissonnais d'horreur. Vivre 2 années dans de telles conditions aurait brisé n'importe quel homme. Holmes continuait son inspection minutieuse, scrutant chaque recoin. Soudain, il s'arrêta près d'une anfractuosité dans le mur, à hauteur d'épaule. Watson, apportez la lanterne. Je m'approchai. Holmes glissait ses doigts dans la fissure, tâtonnant dans l'obscurité. Il y a quelque chose. Oui. Il extirpa un paquet enveloppé dans une toile cirée, remarquablement préservé de l'humidité. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il défaisait les cordons. À l'intérieur se trouvait un cahier relié de cuir noir. « Le journal de Wickham », souffla-t-il. Nous remontâmes rapidement à l'air libre. Sous la lumière grise du jour, Holmes ouvrit le cahier. L'écriture était serrée, parfois tremblante, mais lisible. La première page portait une date, 17 novembre 1890. Holmes lut à voix haute. « Ils m'ont pris la nuit dernière. 2 hommes masqués m'attendaient à la sortie du bureau. Un chiffon imbibé de chloroforme. Je me suis réveillé ici, enchaîné.
Je ne sais pas où je suis, mais j'entends l'eau, le fleuve. Ils veulent savoir où sont mes preuves. Je ne parlerai pas. Il tourna à plusieurs pages. 5e jour. Ils viennent tous les matins, toujours masqués. L'un est grand, voix rauque, l'autre plus petit, accent étranger. Ils me frappent, me menacent, disent que personne ne me cherche, que tout le monde me croit mort. Edith, ma pauvre Edith doit penser que je me suis suicidé. Cette pensée est pire que les chaînes. Plus loin, 2 mois. Ils ont cessé de me torturer. Ils me déplacent parfois, d'une cave à l'autre, toujours près de l'eau. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée de me faire parler. Mais ils ne me tuent pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils espèrent encore. Ou peut-être simplement pour me punir de ma résistance. Les dernières pages étaient datées de quelques jours seulement. Dispute entre mes geôliers. L'un veut me tuer, l'autre refuse. J'ai compris qu'il y avait du changement. Une opportunité. La marée sera haute cette nuit. Si je réussis à briser la chaîne affaiblie par la rouille. La dernière entrée était presque illisible. Je me suis échappé. Dans l'eau, si froide. Dois nager jusqu'au pont. Si je meurs maintenant, au moins je meurs libre. Holmes referma le journal, le visage grave. Il a documenté tout, Watson. Son enlèvement, sa détention, les bribes de conversations entendues. Mais regardez, il ouvrit la première moitié du cahier. Les pages du début contiennent autre chose. Des colonnes de chiffres, des dates, des noms de navires. Les preuves de la fraude que Wickham avait compilée avant sa disparition. Voilà pourquoi il le gardait en vie, conclus-je, au cas où ces preuves réapparaîtraient. Et maintenant qu'il s'est échappé et que nous avons trouvé le journal, Watson, les véritables coupables vont paniquer. Holmes glissa le précieux cahier dans sa poche. Il est temps de tendre notre propre piège. De retour à Baker Street, Holmes s'installa dans son fauteuil près de la cheminée et entreprit d'étudier méthodiquement le journal de Wickham. Je préparais du thé pendant qu'il tournait les pages, avec une concentration absolue, annotant certains passages dans son propre carnet. Watson, ce document est une mine d'or, déclara-t-il finalement. Wickham a consigné non seulement les détails de sa captivité, mais également tout ce qu'il a pu observer et entendre. C'est le témoignage le plus précis que nous puissions espérer. Il me tendit le journal ouvert à une page du milieu. Lisez cette entrée datée du 3 janvier 1891. Je lus à voix haute. Aujourd'hui, ils m'ont déplacé pour la 3e fois. Toujours enchaîné, les yeux bandés. J'ai compté les pas, écouté les bruits. Nous avons traversé le fleuve en barque. La nouvelle cave est plus petite, l'odeur différente. J'entends des navires plus proches. Peut-être Wapping. Le grand me dit en ricanant que je pourrais crier tant que je veux. Personne ne m'entendra dans ce dédale. Il le déplaçait régulièrement, observai-je, pour brouiller les pistes. Exactement. Wickham mentionne au moins 5 caves différentes sur 2 ans, toutes près de l'eau, toutes abandonnées, toutes équipées de chaînes. Holmes se leva et se mit à faire les 100 pas. Cela indique une organisation, Watson. Pas l'acte impulsif de criminels paniqués, mais une opération planifiée avec soin. Il reprit le journal et lut « 14 mars 1891 ». Le petit est venu seul aujourd'hui. Il semblait nerveux. J'ai entendu une conversation à travers la porte. Une voix que je ne connaissais pas, cultivée, autoritaire. Il disait « Gardez-le en vie,
tant que nous ne sommes pas certains que les documents sont détruits. S'il meurt et que les preuves réapparaissent, nous serons tous perdus. » Le petit a répondu « Cela fait 4 mois, il ne parlera pas. » L'autre a insisté « Alors il ne parlera jamais. » Mais sa mort prématurée attirerait trop d'attention maintenant que la compagnie a fait faillite. « Patience. » Une voix autoritaire, répétai-je. L'un des directeurs? Fort probablement. Holmes continua de feuilleter. Écoutez celle-ci, datée d'août 1892. 1 an et demi déjà. Je perds le compte des jours. Le grand et le petit se disputent souvent maintenant. Le grand veut en finir, dit que je coûte trop cher à entretenir. Le petit répète que ce ne sont pas ses ordres. Qui donne ces ordres? Qui tire les ficelles de cette mascarade? Parfois, je pense devenir fou. L'eau monte 2 fois par jour et je compte les heures. La peur de la noyade ne disparaît jamais. Je sentis ma gorge se serrer. 2 années de cet enfer. Comment a-t-il pu rester sain d'esprit? Il ne l'est pas resté complètement, mon ami. Vous avez vu son état. Mais son esprit de comptable, sa nature méthodique, l'ont aidé à survivre. Il a continué à observer, à documenter, à compter. Holmes pointa une série d'entrées. Regardez comme il note tout, le nombre de visites, les heures approximatives, les fragments de conversation, même les changements dans le comportement de ses geôliers. Il arriva aux dernières pages, celles écrites quelques jours avant l'évasion. Son visage se fit grave. 8 novembre 1892. Quelque chose a changé. Le grand et le petit ont eu une dispute violente hier. J'ai entendu distinctement. Le grand criait « Harwell dit qu'on doit l'éliminer maintenant. Sa femme s'est remariée, l'assurance est touchée, personne ne pose de questions. On ne peut pas le garder éternellement. » Le petit a répondu « Harwell n'est pas celui qui commande. Cavendish a dit d'attendre. » Une bagarre a éclaté. Le petit est parti en claquant la porte. Le grand est descendu me voir. Il m'a regardé longuement à travers son masque et a murmuré « Désolé, mon vieux. Rien de personnel. » J'ai compris. Mon exécution approche. « Harwell !» m'exclamai-je. « Le nouveau mari d'Edith ?»« Et Cavendish ?» ajouta Holmes les yeux brillants. « Sir Edmund Cavendish, le député. Voilà nos véritables conspirateurs. » Il poursuivit sa lecture. 10 novembre. Le petit n'est pas revenu depuis 2 jours. Le grand vient seul maintenant. Il a apporté moins de nourriture. Il ne me parle plus. Je sais ce que cela signifie. Cette nuit, je dois tenter l'impossible. J'ai remarqué que la chaîne de mon poignet droit est affaiblie par la rouille. Si je parviens à la briser... La dernière entrée était griffonnée à la hâte, l'écriture presque illisible. 11 novembre, marée haute. J'ai brisé la chaîne, les mains en sang mais libres. J'ai entendu le grand ronfler à l'étage. Il pensait que je ne pouvais pas m'échapper. J'ai trouvé un conduit d'évacuation dans le mur du fond, là où l'eau s'écoule à marée basse. Étroit, presque entièrement submergé maintenant. Mais c'est ma seule chance. Le conduit doit donner sur le fleuve. Je vais ramper dans l'obscurité, sous l'eau glacée. Si je me coince, je mourrai noyé. Si je réussis, je devrais nager jusqu'au pont le plus proche. Edith, si tu lis ceci un jour, sache que ma dernière pensée était pour toi. Que Dieu me pardonne d'avoir été si faible, de te laisser croire à ma mort. Je pars maintenant. Un silence pesant s'installa dans le salon. Holmes ferma le journal avec révérence. « Un homme remarquable, » dit-il doucement. « Torturé pendant 2 ans, mais il n'a jamais révélé où se trouvaient ses preuves. Et au moment où il comprend qu'ils vont le tuer, il risque le tout pour le tout.
Et il a réussi l'impossible, ajoutai-je. Ramper dans ce conduit submergé, nager dans la Tamise glacée jusqu'au pont de Westminster, pour émerger épuisé, traumatisé, mais vivant. Holmes se dirigea vers son bureau et sortit du papier à lettres. Watson, nous tenons maintenant les preuves dont nous avions besoin. Ce journal nomme explicitement Harwell et Cavendish. Associés aux documents comptables du début, nous avons de quoi les faire pendre tous les deux. Que comptez-vous faire? Demain matin, nous irons voir Lestrade avec ce journal. Il faudra organiser l'arrestation avec précaution. Cavendish est un homme puissant avec de nombreux alliés. Harwell également. Il s'arrêta d'écrire et me regarda. Mais ce soir, Watson, je veux que vous restiez éveillé. Gardez votre revolver à portée de main. Vous pensez qu'ils vont tenter quelque chose? Si Harwell ou Cavendish ont appris que nous avons trouvé la cave, ils savent que leur temps est compté. Un homme acculé devient dangereux, mon ami. Et nous avons maintenant en notre possession le seul document capable de les détruire. Il avait raison d'être prudent, car cette nuit-là, tandis que Londres dormait sous un ciel sans lune, des forces obscures se mettaient déjà en mouvement. À l'aube, Holmes et moi nous rendîmes à Scotland Yard avec le journal de Wickham. Lestrade, après en avoir lu plusieurs passages, devint livide. Sir Edmund Cavendish, un député, et ce Harwell. Il secoua la tête, incrédule. « Monsieur Holmes, si ces accusations sont fausses, ma carrière est terminée. » « Elles ne sont pas fausses, Lestrade. Ce journal est authentique. J'en mettrai ma main au feu. » Holmes se pencha par-dessus le bureau. « Mais nous devons agir rapidement. Si ces hommes apprennent que Wickham a parlé... » « Très bien. Je vais demander un mandat d'arrêt immédiatement. » Lestrade enfila son pardessus. « Nous commencerons par Cavendish. Sa position le rend plus dangereux. » 1 heure plus tard, notre petit groupe, composé de Holmes, Lestrade, de 2 constables et moi-même, se présentait devant l'imposante résidence de Sir Edmund Cavendish à Belgravia. La demeure de style géorgien respirait la respectabilité et le pouvoir. Le majordome qui nous ouvrit sembla troublé par notre présence. « Messieurs, Sir Edmund n'est pas visible ce matin. Il a donné des instructions strictes. »« Nous sommes de Scotland Yard, » déclara fermement Lestrade en présentant le mandat. « Conduisez-nous immédiatement à Sir Edmund. » Le majordome pâlit, mais nous guida à travers un hall somptueux jusqu'à un bureau au premier étage. Il frappa, attendit, puis frappa à nouveau. Pas de réponse. « Sir Edmund » appela-t-il d'une voix anxieuse. Lestrade n'hésita pas. Il tourna la poignée et poussa la porte. Ce que nous découvrîmes me glaça jusqu'aux os. Sir Edmund Cavendish était affalé dans son fauteuil de cuir, derrière un bureau massif d'acajou. Sa tête pendait sur le côté, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Une tasse de thé renversée avait répandu son contenu sur les papiers épars. L'odeur caractéristique d'amandes amères flottait dans l'air. « Cyanure » murmura Holmes en s'approchant, prudemment. Je vérifiai le pouls par réflexe professionnel, mais l'homme était mort depuis plusieurs heures déjà. La rigidité cadavérique commençait à s'installer. « Suicide » demanda Lestrade, le visage blême. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il examinait la scène avec cette minutie qui le caractérisait, scrutant chaque détail. Il remarqua une enveloppe scellée, posée bien en évidence sur le bureau, portant l'inscription « À l'attention de Scotland Yard ». Lestrade la saisit avec un mouchoir et l'ouvrit.
Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il lisait. Puis il me la tendit, le visage décomposé. L'écriture était élégante, assurée. À qui de droit? Je ne peux plus vivre avec le poids de mes crimes. Tobias Harwell m'a approché il y a 3 ans avec un plan pour détourner les fonds de la Gravesend and Orient Trading Company. J'ai accepté, aveuglé par l'appât du gain. Nous avons créé des transactions fictives, empochant près de 20 000 livres. Quand Cornelius Wickham a découvert notre fraude, c'est Harwell qui a insisté pour qu'on le fasse disparaître. J'ai eu la faiblesse de céder. Harwell a organisé l'enlèvement avec l'aide de 2 complices. Wickham a été séquestré pendant 2 années dans différentes caves que Harwell possédait près des docks. Je pensais qu'on le libérerait un jour, qu'on lui ferait perdre la mémoire d'une manière ou d'une autre. Mais Harwell voulait sa mort. Il a même épousé sa veuve pour toucher l'assurance et s'assurer de son silence. Quand j'ai appris que Wickham s'était échappé, j'ai compris que tout allait s'effondrer. Harwell m'a menacé hier soir. Il disait que si je parlais, il ferait porter tous les crimes sur moi seul. J'ai peur. Je préfère en finir maintenant, de ma propre main, plutôt que de finir au bout d'une corde. Que Dieu me pardonne. Sur Edmund Cavendish. Lestrade se laissa tomber dans un fauteuil. Harwell, c'était donc lui le cerveau de toute l'opération. Mais Holmes fronçait les sourcils, examinant la lettre avec sa loupe. Lestrade, regardez l'encre. Elle est uniformément sèche. Cette lettre a été écrite d'un seul trait, sans hésitation, sans rature. Et alors, un homme qui s'apprête à se suicider hésite, rature, recommence. Cette lettre est trop parfaite. Il se tourna vers le bureau, scrutant les autres papiers. De plus, voyez son agenda. Cavendish avait prévu un déjeuner important aujourd'hui avec le chancelier de l'Échiquier. Un homme qui planifie son suicide n'organise pas son emploi du temps. Je compris soudain où il voulait en venir. Vous pensez qu'il a été assassiné? Que quelqu'un a mis en scène ce suicide et rédigé cette lettre? Exactement, Watson. Holmes souleva la tasse de thé avec précaution. Le cyanure agit en quelques secondes. Cavendish aurait dû s'effondrer immédiatement, la tasse encore à la main. Or, elle est renversée proprement, sur le bureau, comme si quelqu'un l'avait posée après sa mort. Lestrade se leva d'un bond. Harwell, il a tué Cavendish pour le faire taire et l'accuser de tout. C'est l'évidence même, n'est-ce pas? Holmes avait ce ton particulier qu'il employait quand quelque chose le dérangeait. Trop évident, peut-être. Cette lettre accuse Harwell sans nuance, lui attribue tous les crimes. C'est presque trop commode. Holmes, vous ne pouvez pas sérieusement douter. Je doute toujours, Watson. C'est mon métier. Il fit le tour du bureau, examinant le sol. Regardez, ici, des traces de boue séchée. Quelqu'un est entré dans cette pièce la nuit dernière. Le majordome a confirmé que Cavendish était seul. « Alors nous devons arrêter Harwell immédiatement », s'exclama Lestrade. « Oui, mais avec prudence. » Holmes ramassa un fragment de papier sous le bureau. « Si Harwell a tué Cavendish, pourquoi laisser une lettre qui l'accuse directement ? Un homme assez intelligent pour orchestrer une séquestration de 2 ans et un faux suicide ne commettrait pas une erreur aussi grossière. Que suggérez-vous ? Holmes resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Je suggère que quelqu'un veut nous faire croire que Harwell est le seul coupable. Quelqu'un qui a peut-être plus à gagner de la mort de Cavendish et de l'arrestation de Harwell. Qui d'autre pourrait ?
Je m'interrompis, une pensée terrible me traversant l'esprit. Wickham lui-même, c'est une possibilité que nous ne pouvons écarter. Un homme torturé pendant 2 ans, qui a tout perdu. La vengeance peut devenir une obsession. Holmes se dirigea vers la porte. Lestrade postait des hommes devant la résidence de Harwell, mais n'entrez pas encore. Je veux d'abord retourner à Bethlehem. Il y a des questions que seul Wickham peut répondre. Tandis que nous quittions la demeure de Cavendish, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous étions en train de nous enfoncer dans un labyrinthe bien plus complexe que prévu. Un homme était mort, empoisonné. Un autre était accusé. Mais qui tirait vraiment les ficelles de cette macabre marionnette? De retour à Baker Street, Holmes envoya un télégramme à Tobias Harwell. Informations urgentes concernant votre belle famille. Présentez-vous 221B, Baker Street, 15 heures. Sherlock Holmes. Pensez-vous qu'il viendra? Demandai-je en regardant Holmes préparer méticuleusement notre salon pour l'entrevue. Oh, il viendra, Watson. La curiosité et l'inquiétude le dévoreront. Il doit savoir ce que nous avons découvert, évaluer le danger qu'il court. Holmes disposa le journal de Wickham dans un tiroir de son bureau, facilement accessible, mais non visible. Un homme aussi calculateur ne peut résister au besoin de connaître la position de ses adversaires. À 15 heures précises, Madame Hudson annonça Monsieur Harwell. L'homme qui entra dans notre salon affichait un calme olympien, mais je remarquai que ses yeux scrutaient immédiatement la pièce, cherchant, évaluant. « Messieurs, j'espère que cette convocation urgente est justifiée. J'ai dû annuler plusieurs rendez-vous importants. » Il s'assit sans y avoir été invité, croisant les jambes avec une désinvolture étudiée. « Je vous remercie d'être venu, monsieur Harwell. » Holmes resta debout près de la cheminée, dominant la scène. « J'ai des nouvelles qui concernent directement votre épouse. » Edith est-elle en danger? Le masque de Harwell glissa imperceptiblement, révélant une lueur d'inquiétude. Peut-être. Cela dépend de nombreux facteurs. Holmes alluma sa pipe avec une lenteur calculée. Dites-moi, monsieur Harwell, quand avez-vous appris que Cornelius Wickham était vivant? Vous me l'avez annoncé lors de notre première rencontre. Vraiment? Vous n'en aviez aucune idée auparavant? Harwell fronça les sourcils. Comment l'aurais-je su? L'homme était mort depuis 2 ans. Présumé mort, corrigea Holmes. Nuance importante. Voyez-vous, nous avons découvert où M. Wickham a passé ces 2 années, dans plusieurs caves près des docks, enchaîné, torturé. Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Harwell, mais il se ressaisit rapidement. C'est horrible. Qui aurait pu commettre une telle atrocité? Des hommes qui avaient beaucoup à perdre si Wickham témoignait. Des hommes impliqués dans une vaste fraude financière. Holmes se rapprocha, ses yeux gris fixés sur Harwell. Des hommes comme Sir Edmund Cavendish. Cavendish, le député? Harwell affecta la surprise. Qu'a-t-il à voir avec tout cela? Vous ne savez donc pas qu'il est mort cette nuit? Empoisonné. Il a laissé une lettre très instructive. Cette fois, la réaction de Harwell fut authentique. Son visage se vida de ses couleurs. Mort? Cavendish est mort? Vous semblez sincèrement surpris. Holmes l'observait comme un faucon. Dans sa lettre, Cavendish vous accuse d'avoir orchestré toute l'affaire. L'enlèvement de Wickham, la fraude, tout. Harwell bondit sur ses pieds. C'est ridicule. Je ne connaissais même pas Cavendish. Ah non? Pourtant, vous avez admis lors de notre première rencontre
connaître la Gravesend and Orient Trading Company, une compagnie dont Cavendish était directeur. De nom seulement, je vous l'ai dit. Holmes sortit soudain le journal du tiroir et le posa sur la table avec un bruit sec. Voici le journal intime de Cornelius Wickham. Il l'a tenu durant sa captivité. Un document fascinant qui mentionne votre nom à plusieurs reprises. Harwell fixa le cahier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Mon nom? C'est impossible. Je n'ai jamais... Il s'interrompit brusquement, comprenant son erreur. Vous n'avez jamais quoi, monsieur Harwell? Holmes avait ce sourire froid qui précédait toujours ses révélations. Vous alliez dire que vous n'avez jamais su que Wickham tenait un journal? Mais comment pourriez-vous le savoir, à moins d'avoir été impliqué dans sa séquestration? Harwell se rassit lentement, son visage devenant un masque impénétrable. Après un long silence, il poussa un soupir, et un sourire étrange étira ses lèvres. « Très habile, monsieur Holmes. J'avais entendu dire que vous étiez brillant. Alors vous admettez votre implication? J'admets que votre petit piège était bien monté. » Harwell croisa à nouveau les jambes, retrouvant son assurance. « Mais comprenez-moi bien, vous n'avez aucune preuve. Ce journal, s'il mentionne effectivement mon nom, ne prouve rien. Wickham était fou, traumatisé. Ses divagations n'ont aucune valeur devant un tribunal. » Il se pencha en avant. « Et la lettre de Cavendish? Une confession forcée, sans doute rédigée sous la contrainte avant qu'on ne le tue. Aucun jury ne la retiendra. » Je sentis la colère monter en moi. « Vous êtes un monstre. Vous avez épousé la femme de votre victime. »« J'ai épousé une femme qui m'aimait, » répliqua froidement Harwell. « Edith ne sait rien de tout cela. Elle est innocente. » Holmes reprit la parole, sa voix glaciale. « Laissez-moi reconstituer les faits, monsieur Harwell. Vous étiez associé à Cavendish et aux autres directeurs dans leur fraude. Quand Wickham a découvert le pot aux roses, vous avez organisé son enlèvement. Vous l'avez fait séquestrer dans vos propres propriétés près des docks, le déplaçant régulièrement pour éviter qu'on ne le trouve. Pure spéculation. Puis vous avez commencé à courtiser sa veuve, une aubaine, toucher l'assurance vie tout en vous assurant qu'elle ne poserait jamais de questions gênantes. Mais Wickham s'est échappé, et vous avez paniqué. Si j'avais paniqué, comme vous dites, Wickham serait mort à l'heure qu'il est. Oh, mais vous avez essayé, n'est-ce pas? Holmes fit les 100 pas. Seulement Wickham était protégé à Bethlehem. Alors vous avez changé de stratégie. Vous avez tué Cavendish et rédigé cette lettre pour faire de lui votre bouc émissaire. Harwell éclata de rire, un rire sincère et glaçant. « Monsieur Holmes, vous me prêtez des talents que je n'ai pas. Tuer Cavendish? Pourquoi l'aurais-je fait? Il était un allié utile. Parce qu'il devenait un risque? Ou peut-être, dit Harwell en se levant, parce que quelqu'un d'autre voulait se venger de nous tous. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Avez-vous pensé, monsieur Holmes, que votre client pourrait être votre assassin? Un homme séquestré pendant 2 ans, qui a tout perdu, ne serait-il pas le candidat parfait pour une vendetta meurtrière? Wickham est sous surveillance constante. En êtes-vous si sûr? » Harwell sourit. « Bonne journée, messieurs. Si vous souhaitez m'arrêter, je vous suggère de trouver d'abord de véritables preuves. Mon avocat se fera un plaisir de démolir votre dossier. » Il sortit, nous laissant dans un silence pesant. « Holmes, dis-je finalement, il a raison.
Nous n'avons pas assez de preuves. Mon ami se laissa tomber dans son fauteuil, le regard fixé sur le plafond. Il a raison sur un point, Watson. Nous n'avons que des preuves circonstancielles. Mais il a tort sur un autre. Lequel? Il a confirmé connaître l'existence du journal. Un détail que seuls les ravisseurs de Wickham pouvaient savoir. Holmes se redressa brusquement. Et il a planté une graine de doute concernant Wickham lui-même. Vite, Watson, nous devons retourner à Bethléem immédiatement. Notre fiacre filait à travers les rues de Londres vers Bethléem. Mais Holmes frappa soudain le plafond avec sa canne, ordonnant au cocher de s'arrêter. Baker Street, retournez à Baker Street immédiatement. Holmes, que se passe-t-il? Wickham est peut-être en danger. Non, Watson, c'est nous qui sommes en danger d'arrêter le mauvais homme. Son visage était livide. Ses yeux brillaient de cette intensité fébrile qui témoignait d'une révélation majeure. J'ai été aveugle, Watson, criminellement aveugle. De retour dans notre salon, Holmes se précipita vers le journal de Wickham qu'il avait laissé sur la table. Il l'ouvrit sous la lampe à gaz, sortit sa loupe et se mit à examiner les pages avec une concentration absolue. Holmes, pour l'amour du ciel, expliquez-vous. L'encre, Watson, regardez l'encre. Il pointa les premières pages. Voyez la couleur, un noir profond, légèrement délavé par l'humidité et le temps. L'écriture est serrée, tremblante par endroits, caractéristique d'un homme écrivant dans des conditions difficiles. Il tourna vers les dernières pages, celles décrivant l'évasion. Maintenant, regardez celle-ci. L'encre est différente, légèrement plus bleue, et l'écriture, bien que similaire, présente des variations subtiles dans la formation des lettres. Le T est barré différemment, le G a une boucle plus prononcée. Je me penchai pour observer. Effectivement, maintenant qu'il le soulignait, les différences étaient évidentes. Quelqu'un a ajouté ces pages, murmurai-je, abasourdi. Exactement. Les vraies dernières entrées de Wickham s'arrêtent probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant son évasion. Quelqu'un a continué le journal à sa place, imitant son écriture, ajoutant les détails sur la dispute entre les geôliers, la mention explicite de Harwell et Cavendish. Mais qui? Les ravisseurs eux-mêmes, pour nous induire en erreur? Holmes secoua la tête lentement, son expression devenant grave. Non, Watson, réfléchissez. Qui avait accès au journal? Qui aurait pu l'altérer? La vérité me frappa comme un coup de poing. Wickham lui-même. Précisément. Holmes se mit à faire les 100 pas avec agitation. Reprenons depuis le début avec cette nouvelle perspective. Un homme est séquestré pendant 2 ans, torturé, humilié. Il tient un journal de sa captivité. Puis il s'échappe réellement, par ses propres moyens. Mais au lieu d'aller directement à la police, que fait-il? Il retourne chercher son journal, répondis-je lentement. Exactement. Et il y ajoute des pages qui accusent explicitement Harwell et Cavendish. Puis il se jette dans la Tamise, près du pont de Westminster, s'assurant d'être découvert vivant, créant le spectacle parfait d'un homme brisé qui a miraculeusement survécu. Mais pourquoi cette mise en scène? Holmes s'arrêta devant la cheminée. La vengeance, Watson. Une vengeance méticuleusement planifiée. Wickham avait 2 ans pour réfléchir, pour élaborer son plan. Il ne voulait pas simplement que ses ravisseurs soient arrêtés. Il voulait les détruire de l'intérieur, en les retournant les uns contre les autres.
observer la séquence des événements avec ce nouvel éclairage. Wickham s'échappe et réapparaît spectaculairement. Nous trouvons le journal qu'il a soigneusement laissé où nous le trouverions. Le journal accuse Harwell et Cavendish. Puis, avant que nous puissions agir, Cavendish meurt empoisonné avec une lettre qui accuse Harwell. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Vous pensez que Wickham a tué Cavendish? J'en suis presque certain maintenant. Souvenez-vous de sa réaction à l'asile quand nous avons mentionné Edith. Il a hurlé qu'elle ne devait pas savoir qu'il était vivant, que c'était trop dangereux. Mais dangereux pour qui? Pour elle ou pour son plan de vengeance? Si elle apprenait qu'il est vivant, elle voudrait le voir, révéler son retour publiquement, réalisai-je. Cela ruinerait sa couverture. Exactement. Wickham ne veut pas être sauvé, Watson. Il veut être l'instrument de justice, ou plutôt de vengeance. Holmes reprit le journal. Pensez à l'intelligence nécessaire pour maintenir cette façade. Jouer le fou traumatisé à Bethléem, tout en planifiant et exécutant un meurtre sophistiqué. L'homme que nous avons vu trembler dans cette cellule est un acteur consommé. Mais la sécurité à Bethléem, comment aurait-il pu s'échapper pour tuer Cavendish? Le docteur Fleming a mentionné que Wickham hurlait la nuit, terrorisant tout l'étage. Que font les gardiens fatigués face à un fou agité? Ils augmentent les doses de laudanum. Un homme habitué aux privations pourrait simuler les effets du sédatif, attendre que les gardes s'endorment et s'éclipser. Il connaît les docks, les passages secrets, les caves. Il aurait pu se rendre chez Cavendish et revenir avant l'aube. Et la lettre accusant Harwell, rédigée par Wickham lui-même, imitant l'écriture de Cavendish. Il a eu 2 ans pour étudier les documents de la compagnie, mémoriser les signatures. Holmes se frappa le front. J'aurais dû le voir immédiatement. La lettre était trop parfaite, trop commode. Et Harwell avait raison. Pourquoi Cavendish aurait-il écrit une confession aussi détaillée avant de se suicider? Alors Harwell est innocent? Non, pas innocent. Complice, certainement. Mais peut-être pas le cerveau de l'opération comme Wickham veut nous le faire croire. Holmes consulta sa montre. Et maintenant, Watson, Wickham va chercher à éliminer Harwell également. Peut-être même Edith si elle devient un obstacle. Nous devons avertir Harwell. Oui, mais nous devons aussi tendre un piège à Wickham. Car, voyez-vous, mon ami, nous avons maintenant une arme que Wickham ne sait pas que nous possédons. Nous connaissons son jeu. Holmes se dirigea vers son bureau et commença à rédiger plusieurs télégrammes. Lestrade doit poster des hommes chez Harwell sans qu'il le sache. Et nous devons retourner à Bethléem, non pas pour questionner Wickham, mais pour le surveiller. S'il planifie de frapper à nouveau, ce sera bientôt. Un homme qui a attendu 2 ans sa vengeance ne voudra pas la laisser inachevée. Je regardais le journal falsifié sur la table, ce document que nous avions pris pour vérité absolue. Holmes, si Wickham a réussi à nous duper, nous qui sommes censés démasquer les mensonges, que peut-on encore croire? Rien, Watson, répondit-il sombrement. Dans cette affaire, chaque vérité cache un mensonge, et chaque victime est potentiellement un bourreau. Nous marchons sur un fil entre justice et vengeance, et la chute sera terrible pour celui qui perdra l'équilibre. Le lendemain, à l'aube, Holmes et moi retournâmes à Bethléem, accompagnés de Lestrade et de 2 constables en civil. Le docteur Fleming nous accueillit avec inquiétude.
Monsieur Holmes, j'allais justement vous envoyer un télégramme. Monsieur Wickham a connu une amélioration spectaculaire cette nuit. Il parle normalement, semble parfaitement lucide. C'est inhabituel. Holmes et moi échangeâmes un regard entendu. Conduisez-nous à lui immédiatement. La cellule de Wickham était silencieuse. Lorsque nous entrâmes, nous trouvâmes l'homme assis calmement sur son lit, les mains posées sur ses genoux. Son regard était clair, concentré, dénué de cette terreur qui l'habitait lors de notre première visite. Un léger sourire jouait sur ses lèvres. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix posée, je me demandais combien de temps il vous faudrait pour comprendre. » Holmes referma la porte derrière nous, laissant les constables à l'extérieur. « Vous avez joué votre rôle à la perfection, monsieur Wickham. Le rescapé traumatisé, incohérent, terrifié, très convaincant. » Wickham se leva et s'étira comme un homme sortant d'un long sommeil. 2 années, monsieur Holmes, 2 années enchaînées dans l'obscurité, l'eau glacée montant 2 fois par jour, les rats pour seule compagnie. Cela vous donne beaucoup de temps pour réfléchir, pour planifier. Alors vous admettez la supercherie? Supercherie? Wickham éclata d'un rire sans joie. Non, monsieur Holmes, tout ce que j'ai raconté était vrai. J'ai vraiment été enlevé, séquestré, torturé. Mon journal documente fidèlement mon calvaire. Jusqu'aux dernières pages, intervins-je, celles que vous avez ajoutées après votre évasion. Le sourire de Wickham s'élargit. Ah, vous avez remarqué. Oui, j'ai complété mon récit. Il manquait certains détails, essentiels pour orienter l'enquête dans la bonne direction. Holmes s'approcha, son regard scrutant l'homme comme un scalpel. Racontez-nous tout, la vérité cette fois. Wickham retourna s'asseoir, croisant les jambes avec une désinvolture troublante. Très bien, vous l'avez mérité. En novembre 1890, j'ai découvert la fraude chez Gravesend & Orient. Des millions de livres détournés sur plusieurs années. J'ai confronté Cavendish et les autres directeurs. Ils m'ont supplié de me taire, offert de l'argent. J'ai refusé. Et Harwell? Tobias Harwell était leur homme de main, leur exécuteur. Un négociant maritime sans scrupules qui leur fournissait de faux documents de cargaison. C'est lui qui a organisé mon enlèvement. 2 hommes m'ont attaqué dans la rue. Ils m'ont drogué, puis ont mis en scène mon suicide. Ensuite, les caves, une après l'autre, toujours près de l'eau, toujours dans le froid. Sa voix se durcit. Harwell venait parfois me voir, masqué bien sûr, mais je reconnaissais sa voix, son odeur de tabac importé. Il se moquait de moi, me disait qu'Edith le croyait mort, qu'elle finirait par l'épouser. Et vous savez quoi? Il a réussi. Il a séduit ma femme pendant que j'étais enchaîné dans une cave. « Comment vous êtes-vous échappé ?» demanda Holmes. « Ils sont devenus négligents avec le temps. La chaîne de mon poignet droit s'est affaiblie. Il m'a fallu des mois, mais j'ai réussi à la briser. Puis j'ai attendu le bon moment. Une nuit où mon gardien était ivre, j'ai trouvé le conduit d'évacuation. » Wickham toucha son épaule. J'ai failli me noyer 3 fois dans ce passage, mais la rage me maintenait en vie. Et une fois libre, vous êtes retourné chercher votre journal. Oui, je l'avais caché dans la première cave, celle de Rotherhithe. J'ai ajouté les dernières pages, mentionnant explicitement Harwell et Cavendish. Je voulais être certain que vous les trouviez coupables. Son regard devint glacial. Puis je me suis jeté dans la Tamise près de Westminster, sachant que quelqu'un me trouverait.
Et vous avez simulé la folie traumatique, dit Holmes. Une protection parfaite. Qui soupçonnerait un fou de planifier une vengeance sophistiquée? Wickham se leva à nouveau, marchant vers la fenêtre grillagée. J'ai attendu ici, jouant mon rôle, attendant que vous trouviez le journal. Et pendant ce temps, j'ai préparé la dernière étape. Le meurtre de Cavendish, affirmai-je, horrifié. Wickham se retourna, son visage maintenant dénué de toute émotion. Sir Edmund Cavendish a ordonné ma séquestration. Il a approuvé ma torture. Il méritait la mort. Comment avez-vous quitté Bethléem? Comme vous l'avez deviné, monsieur Holmes, le laudanum. Je feignais de le boire, le cachais sous ma langue, le recrachais quand le garde partait. La nuit, je sortais par une fenêtre du couloir. Les barreaux sont vieux, mal fixés. Un homme habitué aux privations peut se glisser presque partout. Vous êtes allé chez Cavendish, continua Holmes. Vous vous êtes introduit dans sa demeure. Il était seul dans son bureau, tard dans la nuit. Il a été surpris de me voir. Wickham, c'est impossible, qu'il a dit. Un sourire cruel apparut sur les lèvres de Wickham. Je lui ai expliqué que j'étais très possible. Puis je lui ai offert du thé que j'avais préparé spécialement. Le cyanure agit vite, il n'a même pas eu le temps de crier. Et la lettre? J'avais pratiqué son écriture pendant des mois. Ses rapports annuels étaient publics, faciles à consulter avant mon enlèvement. J'ai rédigé la confession parfaite, accusant Harwell de tout. Wickham rit doucement. Ironique, n'est-ce pas? Harwell pensait m'utiliser comme instrument de sa cupidité. Maintenant, c'est lui qui est l'instrument de ma vengeance. Et Harwell devait être le suivant, dit Holmes calmement. Devait être? Wickham fronça les sourcils. Il le sera. Vous ne pouvez pas le protéger éternellement. Nous n'en avons pas l'intention. Holmes sortit une paire de menottes de sa poche. Cornelius Wickham, je vous arrête pour le meurtre de Sir Edmund Cavendish. Wickham recula, incrédule. Quoi? Non, vous ne comprenez pas. Ces hommes m'ont volé 2 années de ma vie. Ils ont détruit mon mariage, ma santé, mon existence. Ils méritaient la mort. La justice ne vous appartenait pas, répondis-je avec tristesse. Vous auriez dû laisser la loi faire son œuvre. La loi? Wickham cracha le mot. Cavendish était un député, un homme puissant. Harwell avait des relations partout. Pensez-vous vraiment qu'ils auraient été condamnés? Non, monsieur Holmes. La seule justice possible était celle que je leur ai servie moi-même. Holmes s'approcha, les menottes à la main. Vous vous êtes transformé en ce que vous combattiez. Vous êtes devenu un meurtrier. Je suis devenu un survivant, un justicier. Non, dit Holmes doucement. Vous êtes devenu un assassin. Et maintenant, vous devrez répondre de vos actes devant la justice que vous méprisez tant. Wickham se débattit lorsque les constables entrèrent pour l'emmener, hurlant des imprécations. Mais sous les cris, je crus déceler autre chose, du soulagement, comme si une part de lui, la part encore humaine, était soulagée que tout soit enfin terminé. En quittant Bethléem, je me tournai vers Holmes. Pensez-vous qu'un jury le condamnera, après ce qu'il a enduré? Mon ami resta silencieux un long moment. Je l'ignore, Watson. Wickham a raison sur un point. Ces hommes lui ont volé 2 années. Mais en cherchant vengeance plutôt que justice, il a perdu son âme. Et cela, personne ne pourra le lui rendre. 3 mois s'écoulèrent avant que l'affaire Wickham ne passe en jugement.
Dans les bureaux de Scotland Yard, Holmes et moi assistions Lestrade dans la préparation du dossier d'accusation. Le problème, expliqua l'inspecteur en feuilletant les documents, c'est que nous ne pouvons prouver formellement que Wickham a tué Cavendish. Aucun témoin ne l'a vu quitter Bethlehem cette nuit-là. Les gardiens jurent qu'il était dans sa cellule. Parce qu'il dormait, objectai-je, Holmes a démontré qu'il pouvait s'échapper. Démontrer une possibilité n'est pas une preuve, docteur. Lestrade soupira. Sans aveu formel ou témoin oculaire, le jury hésitera. Et avec ce qu'il a enduré, certains pourraient même le considérer comme justifié. Holmes, assis près de la fenêtre, fumait pensivement sa pipe. Et Harwell? Nous l'avons interrogé pendant des heures. Il nie tout en bloc. Affirme n'avoir jamais participé à l'enlèvement de Wickham. Lestrade referma le dossier avec frustration. Le journal falsifié ne peut être utilisé comme preuve. Jasper Rutledge témoignera de la fraude financière, mais il n'a jamais vu Harwell participer directement à la séquestration. Donc Harwell s'en tirera, conclus-je amèrement. Je le crains. Sans le témoignage de Wickham, et celui-ci refuse maintenant de parler depuis son arrestation, nous n'avons rien de concret contre lui. Le procès de Wickham eut lieu en février. Son avocat plaida l'aliénation mentale temporaire causée par 2 années de torture. Le procureur tenta de démontrer la préméditation, mais sans preuve matérielle, le reliant au crime. Le jury délibéra pendant 3 jours avant de rendre un verdict. Non coupable pour cause de troubles mentaux. Wickham fut libéré sous condition de traitement psychiatrique. Edith, qui avait divorcé de Harwell dès l'éclatement du scandale, refusa de le voir. Un soir de mars, Holmes et moi étions installés devant la cheminée de Baker Street, lorsque Lestrade fit une visite impromptue. « Holmes, Watson, j'ai des nouvelles étranges. » L'inspecteur accepta le verre de whisky que je lui tendais. Tobias Harwell a disparu. Holmes leva les yeux de son journal. Disparu? Il a embarqué il y a 2 semaines sur un paquebot à destination de Calais. Plusieurs témoins l'ont vu monter à bord. Mais quand le navire est arrivé en France, Harwell n'était plus parmi les passagers. Lestrade but une gorgée. L'équipage affirme qu'il n'a jamais quitté sa cabine après la première nuit. Quand ils ont forcé la porte, la pièce était vide. Ses bagages étaient là, mais pas lui. Tombé par-dessus bord, suggérai-je. C'est la conclusion officielle. Accident ou suicide. Mais Lestrade hésita. Un steward se souvient avoir vu un homme correspondant à la description de Wickham parmi les passagers cette nuit-là. Il portait une fausse barbe et des lunettes, mais le steward jurerait que c'était lui. Holmes tira sur sa pipe, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Intéressant. Holmes, vous ne pensez tout de même pas que... Commençai-je. Je ne pense rien, Watson. Je constate simplement que la justice, parfois, emprunte des chemins souterrains que la loi ne peut suivre. Il se tourna vers Lestrade. Avez-vous des preuves que Wickham était sur ce bateau? Non. Le passager en question avait donné un faux nom. Et Wickham était censé être chez son psychiatre ce soir-là. Mais celui-ci admet qu'il a annulé son rendez-vous. Alors il n'y a rien à faire, conclut Holmes. Un accident malheureux en mer. Lestrade nous quitta peu après, visiblement troublé. Je me tournai vers Holmes. Vous savez qu'il l'a fait, n'est-ce pas? Wickham a tué Harwell. Mon ami contempla les flammes dans l'âtre.
Wickham a été déclaré légalement innocent du meurtre de Cavendish. Il est un homme libre. S'il choisit de voyager en France au même moment que Harwell, c'est une coïncidence regrettable. Holmes, Watson, réfléchissez. Harwell a orchestré l'enlèvement d'un homme innocent, l'a fait torturer pendant 2 ans, puis a séduit sa femme pour toucher une assurance. La loi ne pouvait le toucher faute de preuves. Alors la justice a trouvé un autre chemin. Mais c'est du meurtre, c'est de la vengeance. Holmes me regarda, ses yeux gris insondables. Et parfois, Watson, quand la justice des hommes échoue, la vengeance est tout ce qui reste. Je ne l'approuve pas, mais je comprends. Je pensais à Wickham, enchaîné dans l'obscurité pendant 2 années, terrorisé par l'eau montante, rongé par les rats, trahi par tous ceux en qui il avait confiance. Puis je pensais à Harwell, tombant dans les eaux noires de la Manche, réalisant trop tard que le passé finit toujours par nous rattraper. « Il ne trouvera jamais la paix », murmurai-je finalement. « Wickham, sa vengeance ne lui rendra pas ce qu'il a perdu. »« Non », acquiesça Holmes tristement. La résurrection qu'il a orchestrée n'était pas celle d'un homme revenant à la vie, mais celle d'un fantôme cherchant à hanter ses bourreaux. Et les fantômes, Watson, ne trouvent jamais le repos. Ils errent éternellement entre justice et vengeance, prisonniers d'un cycle qui ne s'achève jamais vraiment. Les flammes crépitaient dans le silence. Quelque part dans Londres, un homme qui était mort 2 fois marchait dans les ombres, portant le poids de ses crimes et de ses souffrances. L'histoire de Cornelius Wickham était terminée, mais son prix resterait à jamais incalculable. La Tamise avait rendu un mort, mais l'homme qui en était sorti n'était plus celui qui y était entré 2 ans auparavant.